J'ai envoyé à ma mère une photo de mon échographie. Elle m'a répondu, sois d'abord une fille normale, avant de devenir mère. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, mon petit ami et moi nous sommes présentés pour Noël. Nous avions apporté un épais dossier. Ma mère a complètement pâli, quand elle a découvert ce qu'il contenait. Elle l'a ouvert juste une seconde, et, dans cette seconde-là, tout a basculé. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Elle a eu le souffle coupé. Mon beau-père a accouru. Tyler a lâché sa fourchette. Je suis resté là, à les regarder, en silence. Tu ne l'as pas fait, a murmuré ma mère. Tu as déjà déposé ça. Joyeux Noël, ai-je dit. Marcus, sortons un peu. Il commence à faire un peu lourd, ici. Ils sont restés à l'intérieur, en train de lire. Je suis sorti dans le froid, dans cette arrière-cour, que je détestais autrefois. Et, pour la première fois depuis des années, j'ai enfin pu respirer. Honnêtement, nous n'avions pas du tout prévu de venir. J'avais déjà fait la paix avec l'idée que ce serait mon premier dîner de Noël, sans les toasts forcés de ma mère, ou les regards moralisateurs de mon frère, depuis l'autre bout de la table. Nous avions des billets de cinéma. Mon petit ami, Marcus, avait même réservé une table dans une petite pizzeria chaleureuse, où personne ne nous connaissait, et où personne ne poserait de questions. Mais, ensuite, il y a eu le dossier. Il trônait sur notre table, comme une question sans réponse. Comme une lettre que l'on a toujours l'intention d'envoyer, mais que l'on finit toujours par ranger dans le tiroir. Et j'ai réalisé que non, nous allions y aller. Parce que, dans cette maison, j'ai été la fille silencieuse pendant trop longtemps. Cette version de moi, qui ne disait jamais rien. Il était temps de parler, même si les mots étaient simplement imprimés sur du papier. En arrivant devant la maison, je me suis surprise à répéter leur réplique dans ma tête, mot pour mot, comme une pièce de théâtre que j'aurais vue trop de fois. Les mêmes dialogues, la même distribution. Seulement, cette fois, la doublure est entrée en scène, sans demander la permission. Ma mère a ouvert la porte, comme si nous étions en retard pour la première d'un spectacle, et que nous avions gâché toute la production. J'espère que vous n'êtes pas ici pour faire un autre scandale, a-t-elle dit, avant même de dire bonjour. Ce dernier message était bien suffisant. Un message, qui n'était autre que l'échographie, l'image d'une vie en train de grandir. Mais, pour elle, ce n'était qu'une preuve de plus qu'elle avait une fille difficile. Joyeux Noël, a dit Marcus, d'un ton sec. Nous sommes entrés. Je n'ai pas enlevé mon manteau. Je n'étais pas prête à me mettre à l'aise. Tout avait exactement la même apparence que d'habitude. Des lumières, des bougies, une table tout droit sortie d'un catalogue, du linge de maison blanc, des assiettes parfaites, et pas une once de chaleur. L'esthétique de Noël de ma mère est parfaite en photo, mais avec zéro émotion. Les sentiments, ça gâche le centre de table. Mon beau-père était dans son fauteuil inclinable, en train de regarder la télé, comme d'habitude. Il a fait un signe de tête à Marcus. Pas à moi. Certaines traditions ont la vie dure. Tyler était affalé sur le canapé, comme s'il y était né. Il m'a regardé de la tête aux pieds, et a reniflé de mépris. Waouh! Aucune honte, hein? Se pointer avec un ventre rond, après tout ça. Je n'ai pas répondu. Marcus a resserré son emprise sur ma main. Après quoi, exactement, a-t-il demandé, calmement. Oh, ne joue pas à l'idiot, a répondu Tyler. Toute la famille sait comment Claire s'est comportée. C'était dégoûtant. Maman devenait folle, à cause du stress. Et maintenant, elle est enceinte d'un type au hasard, et elle a encore le culot de se pointer. Un type au hasard? Marcus a haussé un sourcil. Tyler, ça suffit, a coupé ma mère, brusquement. Je t'avais demandé de bien te tenir, aujourd'hui. Fais au moins un effort. Tyler a ri. Elle nous envoie une échographie comme si c'était une invitation à une fête. Et maintenant, elle va avoir un bébé dans le sous-sol de son petit ami, et on est censé applaudir. Je me suis avancé vers la table. Le dossier était toujours dans ma main. Je ne suis pas venu ici pour demander de l'aide, ai-je dit. Ce n'est pas le but de tout ça. Alors qu'est-ce que c'est, a demandé ma mère, en posant un saladier. Encore une représentation. Claire, c'est Noël, pas ton manifeste personnel. Je voulais juste que vous me regardiez, ai-je répondu. Pas comme une expérience ratée,
qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Ma mère s'est redressée. Nous nous sommes toujours battus pour toi. Tu étais une enfant difficile. Après la mort de ton père, tu as changé. Nous t'avons sauvé. Nous avons tout fait dans les règles de l'art. Et comment nous as-tu remboursé? Par le silence? Par la provocation? Et maintenant, cette grossesse. Waouh, ai-je dit. À t'entendre, on croirait que j'ai volé votre maison. N'exagère pas, a-t-elle lâché. Puis, jetant un coup d'œil au dossier, qu'est-ce que c'est, de toute façon? Une autre accusation? Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement assise, et j'ai posé le dossier à côté de mon assiette. Tyler a ricané. Laisse-moi deviner. Encore une liste de plaintes. Peut-être un guide imprimé, sur la façon de parler à Claire, sans la déclencher. Je ne vous dois aucune explication, ai-je dit. Vous voulez le lire? Lisez-le. Sinon, ne le faites pas, un silence absolu s'en est suivi. Un silence si long que, si une fourchette était tombée, cela aurait résonné comme un coup de feu. Ma mère m'a regardé, comme une actrice qui aurait complètement oublié son texte. Tu ne fais qu'aggraver ton cas, a-t-elle soudainement dit. Tu ne comprends pas. Tu n'es pas prête pour ça. Tu n'arrives même pas à gérer ta propre vie. Et maintenant, tu y amènes un enfant. Ce qui serait pire, ai-je dit en me levant, ce serait de retourner vivre sous votre contrôle. J'en ai fini de demander la permission, même si vous pensez toujours que je suis censé le faire. Mon beau-père s'est levé, pour la première fois de la soirée. Il a regardé directement Marcus. Si c'est vous qui l'avez poussé à faire ça, vous devriez partir. Avant que ça ne tourne mal. Marcus a soutenu son regard. Je ne l'ai poussé à rien, a-t-il répondu. Je me contente de la soutenir. Le reste, c'est son choix. Ma mère a pris le dossier. Quand j'avais 8 ans, mon père est mort. Ce n'était pas soudain. Il était malade. Il savait qu'il allait partir. Les 6 derniers mois de sa vie, il les a passés à lutter contre la maladie, et à essayer de laisser derrière lui quelque chose qui me protégerait. Il était la seule personne, dans ma vie, qui me regardait sans voir un fardeau. Il voyait une personne. Même quand je dessinais sur les murs avec des feutres, il riait. Même quand je ramenais une mauvaise note à la maison, il disait, « Ce qui compte, c'est que tu as essayé. » Quand il est devenu évident que le traitement ne fonctionnait pas, il a commencé à mettre les choses en ordre. Il a rédigé un testament. Il a rencontré des avocats. Il a discuté avec un spécialiste du droit des successions, sur la façon de s'assurer que mes droits seraient protégés, même si ma mère avait d'autres idées en tête. Je ne le savais pas à l'époque, mais il a créé un fonds de placement. Toutes ses économies, la maison, tout. C'était verrouillé pour moi, jusqu'à ce que j'ai 25 ans. Personne, pas même ma mère, ne pouvait y toucher, sans une ordonnance du tribunal. Il m'a tout laissé, parce qu'il savait qu'elle ne serait pas toujours de mon côté. Après sa mort, la maison est devenue silencieuse. Pas à cause du deuil. Le deuil, c'est bruyant. C'était autre chose. L'atmosphère a changé. Ma mère a cessé d'être une mère, pour devenir une chef de projet. Je n'étais plus une fille. J'étais une tâche à accomplir. Il n'a pas fallu longtemps pour que Greg n'apparaisse. Il a emménagé quelques mois plus tard. Moins d'1 an après, ils ont eu Tyler. Et moi, eh bien, j'ai cessé d'exister en tant qu'individu. Ou, du moins, c'est ce que j'ai ressenti. Ma mère a commencé à me qualifier de renfermée, elle disait que j'étais résistante au changement, et que j'étais devenue instable après la mort de papa. Chaque tentative que je faisais pour m'exprimer, que ce soit par l'art, la musique, ou l'écriture, était balayée comme une simple recherche d'attention. Mais Tyler était un rayon de soleil. Tyler était notre doux petit garçon. Tyler était leur véritable enfant. Quand j'ai eu 14 ans, ma mère m'a traîné chez un thérapeute familial. Tout ce que j'avais fait, c'était de passer trop de temps à lire, et pas assez de temps à faire semblant d'aller bien. Ils m'ont donné un diagnostic vague, quelque chose au sujet de mon instabilité émotionnelle. Et, juste comme ça, ma mère et Greg ont déposé une demande de mise sous tutelle. Officiellement, c'était pour me faciliter la vie. En réalité, c'était pour tout contrôler. Je ne pouvais pas ouvrir de compte bancaire,
je ne pouvais pas m'inscrire à des cours sans approbation, je ne pouvais même pas partir en sortie scolaire, sans une explication écrite. J'ai essayé de protester, mais ma mère disait toujours, tu sais comment tu deviens. C'est pour ton propre bien. Greg ne disait pas grand-chose. Il se contentait de signer tout ce qu'elle lui donnait. Il ne m'adressait presque jamais la parole directement, mais il la soutenait toujours. Il ne pouvait pas toucher au fond. Mais, un jour, j'ai surpris ma mère au téléphone, avec un homme que je ne connaissais pas. Elle disait, il y a encore une chance de prendre le contrôle des actifs. Si nous pouvons prouver qu'elle est financièrement incapable, à ce moment-là. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Plus tard, je l'ai trop bien compris. Ma mère n'arrêtait pas d'insister sur le fait que je n'avais rien, et que je serais perdu sans eux. Et je l'ai cru, car, quand quelqu'un vous qualifie de personne trop difficile, trop peu fiable, ou inapte à la vie d'adulte pendant assez longtemps, vous finissez par y croire, vous aussi. Pendant ce temps, Tyler avait droit à tout. De nouveaux téléphones, des voyages, des cours, une voiture à 16 ans. Il se moquait de moi et disait, « Maman dit que tu as eu un autre épisode. » Il a toujours su qu'il était le favori. Il ne s'en cachait jamais. La seule fois où j'ai commencé à me sentir de nouveau comme une vraie personne, c'est quand j'ai quitté la maison. Au début, j'ai emménagé dans un appartement loué avec de l'aide, car je ne pouvais pas signer le bail moi-même. Ensuite, j'ai trouvé un travail dans une bibliothèque, mais, légalement, j'étais toujours sous tutelle. À chaque fois que j'essayais de signer un bail, ou de remplir un formulaire, il le bloquait. Elle est instable. Ma mère disait, elle va se faire du mal, si nous arrêtons de la surveiller. Et puis, il y a eu Marcus. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement caritatif. J'y étais bénévole. Il était là avec une clinique juridique universitaire, qui aidait les personnes n'ayant pas les moyens de se payer un avocat. Nous avons commencé à discuter. J'ai menti, au début. Je lui ai dit que j'aidais juste pour m'amuser. Il n'y a pas cru. Il a demandé, as-tu déjà l'impression que ta vie continue d'avancer, sans ta permission? Nous avons continué à parler, après ça. Il ne forçait rien. Il écoutait, tout simplement. Quelques semaines plus tard, il m'a proposé d'aller prendre un café, en tant qu'ami. Nous avons discuté pendant 2 heures d'affilée. À un moment donné, j'ai réalisé que je n'attendais plus le moment où il essaierait de me réparer, parce que ce moment n'est jamais venu. Il ne me voyait pas comme quelqu'un de brisé. Il ne tressaillait pas, quand je parlais. Il me voyait, moi. Je ne sais pas exactement quand c'est devenu plus que ça. Peut-être que c'était quand il m'a qualifiée d'intelligente, sans aucune raison. Pas comme si c'était un compliment. Juste un fait, énoncé avec douceur. Comme s'il le pensait vraiment. Ou peut-être que c'était quand je me suis endormi sur son épaule, et que je ne me suis pas réveillé en sursaut. Cela ne m'a pas semblé soudain. C'était plutôt comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre, dans une pièce qui m'étouffait. En 1 mois, il connaissait mon histoire. En 2 mois, j'avais passé une évaluation psychiatrique indépendante. Aucune pression, aucune connexion familiale, juste un spécialiste agréé, sans arrière-pensée. Le rapport était clair. J'étais pleinement saine d'esprit. Il n'y avait aucune raison pour que la tutelle se poursuive. Marcus m'a aidé à tout rassembler. Les rapports, les dossiers, les courriels, les formulaires légaux. Il a même trouvé des preuves montrant que ma mère avait essayé, des années plus tôt, d'accéder à mon fonds, en contactant un vieil ami avocat. Nous avons monté notre dossier, nous avons tout déposé, et ensuite, nous avons décidé de ne pas faire les choses discrètement. Pas d'ordonnance soudaine du tribunal, pas de paperasse en coulisses. Nous allions nous présenter à Noël. Nous allions poser le dossier sur la table. Sans crier, sans menacer, juste un simple rappel. Je ne suis pas leur projet. Je suis une personne. Quand je suis sorti sur le porche, l'air m'a paru trop piquant, même pour un mois de décembre. J'ai croisé les bras, non pas à cause du froid, mais parce que tout tremblait à l'intérieur de moi. Pas de peur, mais de liberté. C'était comme si mon corps ne savait pas comment exister en dehors de la cage, comme s'il cherchait encore les barreaux. Marcus se tenait à côté de moi. Il ne disait rien, il regardait simplement la maison, celle qui m'avait gardé captive, comme un poisson rouge dans un bocal. Une belle façade, des portes vitrées, une pelouse bien entretenue, mais pas la moindre bouffée d'air.
Tu es sûr qu'il devrait lire ça tout seul, a-t-il demandé, doucement. C'est justement le but, ai-je répondu. Pas d'interruption, pas de monologue pour couvrir ma voix. Qu'il fasse face aux faits. Pour une fois. Je me suis appuyé sur la balustrade. Cette maison. Mon père l'a construite de zéro, de ses propres mains. Il a même coulé les fondations lui-même. Je me souviens comment nous avons pressé nos paumes dans le ciment frais, près de la porte de derrière. L'empreinte de sa main, ferme et assurée. La mienne, petite et tordue. Il m'a regardé et m'a dit, c'est ta maison. Même quand je ne serai plus là, je te le promets. Et il a tenu cette promesse. Il m'a tout laissé. La maison, le fonds, tout, légalement à moi, mais seulement sur le papier. Parce qu'après sa mort, ma mère et Greg ont demandé la mise sous tutelle. Ce sont eux qui dirigeaient tout. J'étais en vie, mais, légalement, j'existais à peine. La maison était silencieuse. Pas de cris, pas de porte qui claque, pas de fracas dramatique, ni de bruit de pas. C'était étrange, à vrai dire. Elle doit sûrement le lire à voix haute, ai-je dit. Une vieille habitude. Elle pense toujours que dire les choses plus fort les rend vraies. Marcus a laissé échapper un petit rire sec. Il n'a pas répondu. Quelques minutes plus tard, Tyler est apparu à la porte. Il n'avait pas de téléphone à la main. C'était déjà, en soi, un signal d'alarme. Il nous a regardés, avec ce visage que j'ai toujours détesté. Moitié pitié, moitié supériorité. Tu l'as vraiment fait, a-t-il dit. Tu pensais vraiment que je ne le ferais pas, ai-je répondu. Il a haussé les épaules. Maman panique. Elle dit que tu as tout gâché. Elle dit qu'on risque de tout perdre. Ai-je répété. Tyler, tu as vécu sur mon argent. Tu as conduit ma voiture. Tes frais de scolarité ont été payés avec mon fonds de placement, et maintenant, c'est donc? Je croyais que c'était des trucs de famille, a-t-il marmonné. Bien sûr, quand ça t'arrange. Il est parti, et j'ai réalisé que je n'étais même pas en colère. Ni contre lui. Ni contre aucun d'entre eux. C'est fou à quel point le ressentiment s'estompe vite, une fois que l'on voit enfin les choses clairement. Marcus et moi sommes retournés à l'intérieur. Ma mère se tenait près de la cheminée, comme si elle allait y jeter le dossier, mais elle ne l'a pas fait, car elle savait que ce n'était pas que du papier. C'était une grenade dégoupillée. Greg était assis au bord du canapé, fixant le sol. Il avait toujours été un simple bruit de fond. Maintenant, il faisait juste partie des meubles. Ce n'est pas réel, a dit ma mère. Sa voix tremblait, mais elle essayait encore de garder la face. C'est un faux. Une manipulation. Je me suis assise à la table. Calme, sans théâtralité, sans menace. Les documents sont signés, ai-je dit. L'évaluation vient d'un médecin agréé, qui n'a aucun lien avec vous. Le tribunal a déjà tout reçu. Comment as-tu pu? Comment étais-tu au courant pour le testament, a crié ma mère. Tu n'étais pas censée être assez intelligente. Papa en a gardé des copies à 2 endroits. L'une chez son ancien avocat, l'autre dans un coffre-fort de banque, auquel j'avais légalement accès à mes 25 ans, même sous tutelle. Son visage est devenu pâle. Je savais exactement à quelle partie du dossier elle était arrivée. Le testament est explicite, ai-je dit. La maison et le fonds m'appartiennent. Aucun droit de contrôle légal pour un quelconque tuteur. Tout ce que vous avez fait allait à l'encontre des volontés de mon père, et maintenant, ça va se régler au tribunal. Nous t'avons élevé. Nous avons pris soin de toi, a-t-elle hurlé. Tu t'en fichais. Tu étais silencieuse. Tu étais malade. J'étais une enfant qui avait perdu son père, ai-je répondu. Et vous avez transformé ce deuil en diagnostic. Greg a finalement pris la parole. Tu ne comprends pas ce que cela pourrait signifier. Si le tribunal tranche, nous n'aurons nulle part où vivre. Je suis désolé, ai-je dit. Mais ce n'est pas mon problème. C'est le vôtre. C'est une trahison, a murmuré ma mère. Tu détruis cette famille. Non, ai-je dit, en secouant la tête. Je la quitte simplement, avant qu'elle ne me détruise. Marcus se tenait à côté de moi. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Sa présence suffisait. Je n'étais plus seul.
Pas cette fois. Vous ne gagnerez pas, a sifflé ma mère. Nous dirons tout au tribunal. Tes dépressions, cet incident quand tu. Tout est dans le dossier, les jeux coupés. Le rapport du thérapeute, l'évaluation indépendante, les copies de vos tentatives de transfert de fonds, et la lettre que vous avez envoyée à la banque, avec une signature falsifiée. Nous avons tout trouvé. Le silence qui a suivi n'était pas juste calme. Il avait un poids. Un silence abasourdissant, résonnant, qui vous sifflait aux oreilles. Je me suis approché de la cheminée, et j'ai regardé une vieille photo de famille. Moi, à 6 ans, et papa qui me portait. Nous sourions tous les deux. Ça ressemblait à un souvenir parfait. Mais je me souviens de cette journée. Maman avait hurlé que ma robe était sale, et que je gâchais la photo. Papa m'a simplement prise dans ses bras, et a dit, rendons-la vraie. Pas de mise en scène. J'ai pris la photo, calmement, et je l'ai glissée dans mon sac. C'était son testament, et c'était ma vie. Vous l'avez traité comme votre réserve d'argent personnelle, mais maintenant, c'est fini. Tu es en train de nous tuer, a dit ma mère. Sa voix était plus basse maintenant, presque minuscule. Non, ai-je répondu. Je suis en train de survivre. Enfin. Et nous sommes partis. Pas de cris, pas de sortie dramatique, juste le bruit de la porte qui s'ouvre, et le souffle froid et pur de l'extérieur. Le silence de Noël, et moi qui grandissais. La procédure judiciaire est encore devant moi, mais la première étape est déjà franchie, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Au début, il y a eu le silence, ce genre de silence qui vient après une tempête. Tout semble calme, mais l'air bourdonne encore. Marcus et moi sommes rentrés à la maison. Il a réchauffé des lasagnes. J'ai préparé du thé. Nous avons mangé en silence. Il m'observait avec un sourire prudent. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil à la pile de papier, à côté de mon ordinateur portable, comme si elle murmurait, ce n'est que le début. Un jour a passé, puis 2, 3, pas d'appel, pas de SMS. Même Tyler avait disparu. L'espace d'un instant, j'ai presque cru au miracle. Peut-être qu'ils avaient décidé d'abandonner. Peut-être qu'ils avaient honte, ou qu'ils avaient peur. Mais non, bien sûr que non. Le 5e jour, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Un indicatif de l'Arizona. Claire, c'est tante Linda. Je voulais juste. Eh bien, ta mère m'a appelé. Elle pleurait. Elle a dit que tu les avais mis à la porte à Noël, et que tu avais intenté un procès. Est-ce vrai? Je me tenais près de la fenêtre, regardant la neige tomber. Douce, propre, silencieuse. Tante Linda, ai-je dit calmement. Je suis désolé qu'elle ait choisi de te raconter cette version de l'histoire, mais je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Sache juste que ce n'est pas la vérité. Elle a dit que tu leur avais tout pris. Que tu travaillais avec un avocat, pour exiger de l'argent. Elle dit que tu es instable. Que? Merci, les jeux interrompus. Mais je pense qu'il vaut mieux mettre fin à cette conversation, maintenant. Le lendemain matin, j'ai reçu un message d'un ancien collègue. Claire, je suis vraiment désolé, mais ta mère m'a envoyé un message sur Facebook. Elle a dit que tu étais en danger. Est-ce que tu vas bien? Puis, un SMS d'un vieil ami à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans. Greg m'a appelé, il m'a dit que quelque chose n'allait pas avec ta santé mentale. Que Marcus te manipulait. Je prenais juste des nouvelles. Est-ce que tu es en sécurité? Ce n'était pas juste du sabotage. C'était une véritable campagne. Il passait à l'offensive, contactant tout ce qu'il pouvait, les proches, les anciens contacts, des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Finalement, j'ai ouvert les réseaux sociaux. C'était là, un long message public de ma mère. Aucun nom, bien sûr, mais rempli de détails spécifiques, que seule une personne proche pouvait connaître. Quand votre propre enfant, celui à qui vous avez donné vos meilleures années, décide de détruire la famille pour le bien d'un inconnu, vous commencez à vous poser une seule question. Où ai-je fait erreur? Les commentaires étaient inondés de soutien. Tu es si forte. Tiens bon, je prie pour ta fille. J'espère qu'elle se réveillera bientôt, a ajouté une femme. La fille de mon ami a fait la même chose. Tout ça, à cause d'un garçon et de TikTok. Marcus a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule.
Eh bien, je suppose que nous faisons officiellement partie d'une secte, maintenant. Félicitations. J'ai fermé l'ordinateur portable. Tu sais ce qui est pire, ai-je dit. Ils y croient vraiment. Ils pensent sincèrement que je fais un autre épisode. Comme si tout cela n'arrivait pas parce que je vais enfin bien, mais parce que j'ai encore perdu la tête. Ils ont poussé ce discours pendant si longtemps, a dit Marcus, en me prenant la main. Qu'ils ont fini par y croire eux-mêmes. Alors, il est temps de les décevoir, ai-je dit, officiellement. Le coup suivant a été plus rude. Mon travail a appelé. D'abord les ressources humaines, puis la sécurité. Madame Reeves, a dit doucement le responsable des RH. Nous avons reçu un appel d'une femme, qui s'est présentée comme étant votre mère. Elle affirmait que vous traversiez peut-être une crise émotionnelle. Nous sommes tenus d'enregistrer ce genre de signalement. C'est juste une formalité. Mais une formalité pour faire quoi, ai-je demandé. Nous ne tirons aucune conclusion. Nous vous demandons simplement de discuter brièvement avec quelqu'un de notre programme d'aide aux employés. C'est complètement officieux, et cela n'aura pas d'impact sur votre dossier. C'est juste pour le protocole. J'ai raccroché, et j'ai ri, longuement et fort, presque de façon hystérique. Ensuite, je me suis levé, j'ai signé le papier, et j'ai rencontré le spécialiste. Il était poli, et s'est excusé. Il est clair que vous avez le contrôle de vous-même, a-t-il dit. Mais nous avons une procédure à suivre. Je comprends, ai-je répondu. Moi aussi, j'en ai une. Et elle est au tribunal. Et puis, ils se sont présentés en personne. C'était le soir. Nous étions en train de dîner. Encore des lasagnes et du thé. La sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Ils étaient là. Ma mère et Greg. Pas d'avertissement, pas d'invitation. Comme si c'était normal. Nous voulons parler, a dit ma mère. Sa voix était atone. Elle tenait quelque chose. Un paquet emballé. Un cadeau. Des papiers. Vous avez 2 minutes, ai-je dit, sans bouger du pas de la porte. Claire, s'il te plaît, a-t-elle dit. Nous avons réfléchi. Peut-être que tu avais raison, sur certaines choses. Asseyons-nous, et parlons-en, en famille. En famille, ai-je dit, vous avez déjà eu votre réunion de famille. Tout est sur Facebook, maintenant. S'il vous plaît, quittez mon Porsche. Greg s'est avancé. Tu ne comprends pas où tout cela nous mène. Tu as lancé une procédure judiciaire. Nous avons des relations, de l'argent. Nous pouvons arrêter ça, ou bien nous pouvons empirer les choses. Marcus est sorti de la cuisine. Si vous ne partez pas, a-t-il dit, j'appelle la police. Et, oui, votre visite est déjà enregistrée. Ils ne sont pas partis tout de suite. Avant de se détourner, ma mère s'est penchée, et a murmuré, tu vas y réfléchir. Tu sais bien que tu ne peux pas faire ça, toute seule. 2 jours plus tard, j'ai reçu un avis du tribunal. Ils avaient déposé une demande conventionnelle. Ma mère demandait au tribunal de me déclarer partiellement incapable, pendant la durée de la procédure judiciaire, invoquant des effondrements émotionnels, l'influence excessive d'un tiers, et un risque pour un enfant à charge. Les documents étaient imprimés sur du papier coûteux, signés par un avocat cher, visuellement impressionnant, vide de substance, mais bruyant. Je me suis assise, les tenant entre mes mains, et, pour la première fois depuis Noël, j'ai eu peur. Non pas parce qu'ils risquaient de gagner, mais parce qu'ils parlaient encore à ma place, et que leur voix était, de nouveau, plus forte que la mienne. Je suis fatigué, ai-je murmuré. Je voulais juste respirer. Sans crier. Sans avoir à justifier mon existence. Marcus a posé sa main sur mon dos. Ils ne parlent plus à ta place, a-t-il dit. Maintenant, ils essaient juste de crier plus fort que toi. Mais nous ne les laisserons pas faire. Et je savais que ce n'était pas fini. Mais je n'étais pas seul. Et je ne leur appartenais plus. S'ils ne savent pas comment lâcher prise, je sais comment ne pas revenir. Une semaine après avoir reçu la contre-attaque de ma mère, Marcus a commencé à tout rassembler pour le tribunal. Il a organisé l'intégralité du dossier, l'évaluation psychiatrique indépendante, les déclarations d'une assistante sociale agréée, les captures d'écran des conversations, et les enregistrements audio de ma mère,
insistant sur mon incapacité à prendre des décisions. Il a tout envoyé au tribunal, sous la forme d'un dossier de preuves officielles. Ce n'est pas juste de la paperasse, m'a-t-il dit. C'est ton passeport pour une vraie vie. L'audience était programmée pour la fin février. À ce moment-là, je n'avais plus peur. J'étais en colère, et j'étais prête. Ma mère et Greg ont essayé de retarder les choses. Ils ont changé d'avocat, déposé des requêtes, fait traîner en longueur, mais la juge n'a pas marché dans la combine. Même le tribunal semblait fatigué de leur jeu. Je me suis présenté à l'audience, dans une simple robe grise. Pas de maquillage, pas de bijoux. Je voulais qu'ils me voient tel que j'étais, une adulte, réelle, et sans peur. La juge, une femme calme et pragmatique d'une 50aine d'années, a mené l'audience avec une autorité tranquille. Nous avons soumis nos documents. J'ai répondu à chaque question de manière claire. Pas de nervosité, pas de doute. Ma mère ne m'a regardé pas. Greg était assis là, comme s'il avait une arme secrète dans sa poche arrière. Leur avocat a essayé de présenter tout cela comme une sale dispute familiale, mais la juge n'était pas intéressée par les drames. Elle a ramené les choses aux faits, et, ensuite, elle a rendu sa décision. La tutelle a été révoquée, avec effet immédiat. J'ai été déclaré pleinement saine d'esprit, et capable. Toute tentative future d'interférence serait considérée comme une violation de la loi. Je suis restée assise, le dos droit, et, pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre. Une semaine plus tard, le tribunal a lancé une enquête sur leurs activités financières, pendant les années où ils exerçaient le contrôle légal. Ils ont ordonné un audit formel du fonds que mon père m'avait laissé. Bien que j'en fusse techniquement propriétaire, ma mère et Greg en avaient eu l'accès. Et ils l'avaient utilisé, comme s'il s'agissait de leur compte chèque personnel. Les résultats ont été stupéfiants. L'argent avait été dépensé pour les frais de scolarité de Tyler, des vacances en famille, des rénovations de la maison, et pour rembourser les dettes personnelles de Greg. Des dettes contractées au nom de ma mère. Le tribunal l'a vu clairement. Ils avaient abusé de ce fonds. Nous avons déposé une plainte distincte pour exploitation financière, et le tribunal a statué. Greg et ma mère ont été condamnés à rembourser les fonds détournés, plus une pénalité, ainsi que la totalité de mes frais de justice. C'est là que tout a éclaté. Ils n'avaient pas l'argent. La maison dans laquelle j'avais grandi, ils l'avaient traitée comme la leur pendant des années, mais, sur le papier, elle m'appartenait toujours. Quand la tutelle a pris fin, j'ai repris le contrôle légal total. Marcus et moi avons engagé un spécialiste de l'immobilier, pour évaluer la maison. C'était un désastre. Ils avaient contracté des prêts en la mettant en garantie, l'avaient hypothéquée à plusieurs reprises. La dette dépassait maintenant la valeur de la maison. Avec l'aide de la justice, j'ai récupéré la propriété. Et puis, nous avons fait un choix. La vendre. Rembourser ce que nous pouvions. Fermer ce chapitre. Je ne voulais plus jamais y vivre. Trop d'histoires. Trop de douleur. La vendre m'a apporté un sentiment de paix. Quelques semaines plus tard, une lettre de Tyler est arrivée. Une vraie lettre en papier, comme si nous étions en 1997. Aucune excuse, juste des reproches. Tu as détruit cette famille. Tout ce que nous avons construit. Tu as choisi un inconnu à notre place. J'espère que tu es heureuse, parce qu'aucune personne saine d'esprit ne te soutiendra maintenant. Je n'ai pas répondu. J'ai rangé la lettre dans une boîte avec des documents judiciaires, non pas par sentimentalisme, mais simplement comme un rappel du passé. Je n'ai pas besoin d'y retourner. Ma mère et Greg ont divorcé. Il a déménagé, peu de temps après qu'ils ont perdu le procès. Je n'ai pas cherché à avoir de leurs nouvelles, mais des échos me sont quand même parvenus. Elle a emménagé dans un appartement bon marché, et a essayé de trouver un travail, pour la première fois depuis des années. Elle a raconté à certains parents que je l'avais trahi, mais, une fois que la vérité a éclaté, beaucoup d'entre eux ont pris leur distance. Quelques-uns m'ont même contacté pour s'excuser. Je ne leur ai pas tous répondu. Non pas par colère, mais simplement parce que tout le monde ne mérite pas une seconde chance. Une fois que j'ai eu le contrôle total de mon héritage, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Pas de vengeance, pas de gaspillage d'argent, juste la récupération de ce qui m'a toujours appartenu. Marcus et moi avons loué une petite maison, en périphérie de Portland. Pas un manoir,
pas une maison de rêve tirée d'une publicité, mais c'était calme, et c'était à nous. J'ai planté du basilic sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Chaque jour, je respirais un peu plus facilement. Je travaille à distance maintenant, je donne des cours en ligne, je fais des consultations, j'écris des articles de temps en temps, et je me suis remise à écrire. Sur la vie, sur les choix, sur la liberté. Marcus plaisante en disant que je devrais écrire un livre, peut-être, un jour. Sur une étagère de notre salon, il y a une photo de mon père et moi. J'ai 6 ans, et je souris de toutes mes dents, pendant qu'il me soulève dans les airs. À côté, il y a mon échographie, mon futur enfant, une nouvelle vie, sans aucune chaîne. J'apprends encore à vivre sans peur. À faire taire cette vieille voix dans ma tête, qui murmure, et s'il revenait? Mais, maintenant, je sais qu'il pourrait essayer, cependant je ne suis plus la même. Ils ont toujours dit que je m'effondrerais sans eux, mais la seule chose qui s'est effondrée, c'est la cage qu'ils avaient construite autour de moi. Parfois, je me demande encore, ai-je été trop dur? Peut-être que j'aurais dû laisser couler. Peut-être que je n'aurais pas dû aller au tribunal. Peut-être que je n'avais pas besoin de rouvrir de vieilles blessures. Mais, si je ne l'avais pas fait, ils n'auraient jamais appris cette vérité toute simple, je ne suis pas leur propriété. Qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou enfin assez loin?